Vérité des sports. À l'heure du bilan, le premier d'un long processus, c'est le suspense. L'heure est grave. Candidat approché. Parmi ces candidats, le plus attendu n'est autre que Amian Maniama, brillant lors des examens blancs, examens d'évaluation. Bref, passons aux choses sérieuses. Calme plat, silence de cathédrale. Pour avoir bradé la fête réservée aux femmes en fin d'année à Takoradi, lors des retrouvailles de celle-ci, mauvaise entame d'un parcours jugé long et pas du tout repos. Pour ça seulement, VDS attribue 2 sur 10 à notre cher élève. À Takoradi, justement, Mamian Hamani Hama a raté sa première véritable sortie. Sa sortie de route est d'autant plus notable qu'il a bouleversé les tendances, les prévisions tant chez les élèves camériens que du Fouta en passant par ceux du Taï ou du Banco. Le 2 sur 10 est mérité. Pour s'être acharné sur un village paisible, pour avoir déclaré l'existence des canaux par lesquels il jugeait de la capacité ou non du dit village, une démarche qui touche la rive gauche pour ça seulement. Encore que ces canaux sont invisibles, la note à lui attribuée est de 1,50 sur 10. Mamian Hamaniama s'est quelque peu fourvoyé. Pour s'être servi, profitant de la complexité d'un environnement hostile dans l'établissement sous le mont Febé, le fameux plan B n'ayant pas existé en réalité, Mamian Hamaniama ne peut obtenir que 2 sur 10. Pour avoir organisé la soirée des anciens des établissements, des jeunes, des enseignants, des grands chefs, au son du mbala, où le ventilateur a soufflé, le ballon n'était pas aussi doré que ça. La soirée fut un tape à l'œil, un échec tout simplement. Mamian Hamaniama s'en sort avec la note de 3 sur 10. Pour son premier test, l'élève Mamian est dans une mamianture. La note au total est de 2 sur 10. La menace de renvoi plane sur sa tête. Le chef d'établissement n'est pas content de son travail. Du côté des ministres, des voix s'élèvent pour recadrer les choses. L'école répond aux normes pédagogiques. On se demande pourquoi un tel résultat. Pourtant, toutes les commodités sont réunies pour de meilleurs examens, surtout les examens à venir en 2021. Le ton monte par la faute d'un élève imprévisible. Son calme si trompeur. En classe, l'élève devient autre chose. Les professeurs en parlent. Ils disent de ne pas le cerner. Aux dernières nouvelles, l'élève Mamian Hamaniama rencontrerait le président des chefs d'établissement du Banco. Il serait question d'une mise à niveau pour la compréhension des élèves, des parents, des enseignants, de tout le monde. C'est à partir de la forêt du Banco que le CAM pourrait, que l'on connaîtrait les dimensions réelles d'un terrain pour la pratique du ballon rond en milieu scolaire et universitaire. Voilà la vérité. Vérité des sports, en son 953e numéro, il reste 47 pour le 1000e. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Je suis Racine Sankwasi. Bienvenue à VDS. Vérité des sports. Le cahier de charges de la Confédération africaine de football se veut lisible. L'Égypte, pays hôte de la CAN 2019, annonce faite à Dakar, en prélude à la cérémonie des awards du football africain. Le ballon d'or encore à Mo Salah. L'Égyptien coiffe Sadio Mané de 17 points d'écart. Une cérémonie qui a explosé côté à la bouche dakaroise, de la désignation de l'Égypte à la consécration des acteurs du football africain. Ahmad Ahmad a encore fait les siennes. Ce matin même, il déclare « La Côte d'Ivoire n'a pas d'aéroport, n'a pas d'hôtel, donc je retire l'organisation de 2021 à ce pays-là. » Affaire à suivre. Au même moment, il y a des éclaircies. L'autorité s'est là pour dire « Ne touchez pas la CAN de la Côte d'Ivoire ». Déclaration de fait que c'est jusque-là discret dans la colonne de nos confrères de Fraternité Matin. Messieurs, bonsoir. Mouroubane. Bonsoir, Rachingue Sankwasi. Il est revenu. La voix maintenant, ça va? Auria, bonsoir. Oui, par la grâce de Dieu, bonsoir, Rach. Vous êtes chez vous, technique Yo Degafolo, réalisation Koulibaly, Roméo, assisté de tous nos nouveaux stagiaires. Vous connaîtrez le nom dans cette émission jusqu'à la fin. Bienvenue chez vous à Vérité des sports. L'affaire Petit Bamba alimente encore les débats. Ce dernier entend poursuivre le football ivoirien dans son ensemble, suite
à ce qu'il qualifierait d'utilisation abusive ou frauduleuse de son image. Le droit à l'image s'invite donc sur le terrain du sport, notamment le football. Petit Bamba a, semble-t-il, instruit un cabinet juridique pour suivre son dossier. On a Maître Bienvenu Abo en ligne, certainement le responsable du dit cabinet. Bonsoir Maître. Bonsoir Roche. Effectivement, Petit Bamba nous a contactés par rapport à son droit à l'image qui était plus ou moins utilisé de façon abusive. Il faut dire que le droit à l'image est un droit jurisprudentiel qui découle du droit au respect de la vie privée, prévu par l'article 9 du Code civil. Pour revenir sur les fondements de ce droit, on peut dire que toutes ces personnes ont droit au respect à la vie privée. Donc l'utilisation d'une image d'une personne sans son consentement de façon espèce ou bien éthique est un abus. Mais généralement, qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons que les Ivoiriens sont des ignorants. Et cette ignorance fait que l'Ivoirien ne sait pas où s'orienter. C'est pour cela que le ministère de la Justice a instruit les différents auxiliaires pour pouvoir être aux côtés des populations, pour pouvoir les orienter, les conseiller, pour pouvoir rentrer en possession des droits qui leur reviennent. Il faut dire que toute personne qui n'a pas eu l'autorisation expresse ou préalable de l'utilisation du droit à l'image d'une personne est passible de poursuite judiciaire. Nous avons deux possibilités qui s'offrent à votre frère Bamba. Nous avons la possibilité civile et la possibilité pénale. Pour revenir au niveau de la poursuite civile, Petit Bamba a toute la possibilité. Et nous disons merci à Petit Bamba pour la confiance qu'il a apportée à notre cabinet. Nous serons là pour l'aider, l'orienter de façon effective pour qu'il rentre en possession des droits qui lui reviennent. D'accord. Maître Bienvenu Abo, à vous écouter, Bamba a eu raison de solliciter votre cabinet, surtout que, à vous entendre également, il y a matière à aller solliciter réparation de préjudice. Effectivement, toute personne assure son image un droit, qu'on appelle le droit à l'image, dont le non-respect lui donne la possibilité d'être en justice, en saisissant soit le juge civil ou le juge pénal par notre entremise, puisque le mécanisme judiciaire est un peu complexe pour le justiciable. Donc notre cabinet est là pour accompagner Petit Bamba pour qu'il rentre véritablement en possession des droits qui lui reviennent. Pour terminer, Maître Bienvenu Abo, mon peuple périt par faute de connaissance, dit la Bible. Le droit est un élément important dans la vie d'un citoyen. Que diriez-vous? Pourquoi, sous notre tropique, l'homme n'a pas ce contrôle de son propre droit et par méconnaissance, on laisse tomber beaucoup de choses? Vous diriez quoi aux citoyens qui vous écoutent pour une meilleure conduite dans la vie de tous les jours de ces derniers? Encore une fois de plus, merci Rach. Je veux dire que le droit est essentiel dans la vie de tout être humain sur Terre. Depuis la genèse de la Bible jusqu'à aujourd'hui, à nos jours, le droit est très essentiel dans la vie. Mais, comme nous le disons, nul n'est censé ignorer la loi. Quand les textes de loi sont établis, c'est pour qu'elles soient mises en application pour l'équilibre de la société. Raison pour laquelle le ministère de la Justice nous a établis pour plus ou moins permettre aux justiciables qui voient leurs droits en train d'être abusés, de nous approcher pour que nous puissions les orienter, les conseiller pour qu'il y ait l'équilibre dans la société et que chacun retrouve sa dignité en tant que justiciable dans un pays de droit qui est la Côte d'Ivoire. Maître, bienvenue à vous, merci. Et je pense que cette consulting fera tout pour soulager ce garçon qui a tout donné de sa vie, de par sa passion pour le football, mais qui aujourd'hui prend conscience qu'il a quelque chose à défendre et vous ferez tout pour que ses droits lui reviennent de droit. C'est moi qui vous remercie, M. Rach, et je demande à ce que toutes les personnes qui ont des difficultés, au-delà même des moyens financiers, de nous approcher pour qu'on puisse les orienter, parce que le droit et le juriste, c'est un sacerdoce. C'est une joie, c'est une passion de pouvoir aider un frère qui est dans l'ignorance pour pouvoir retrouver sa dignité. Je vous remercie. Vérité des sports. On sera à Dakar pour parler de cette folle soirée hier des Awards du football. Cette soirée aura retenu l'attention des férus de ballon rond. Le ballon d'or pour la seconde fois consécutive revient au pharaon Mo Salah, suivi de Sadio Mané, le Sénégalais. En troisième position, le Gabonais Aubameyang. Messieurs, prévisible, attendu, l'ordre a-t-il été respecté, Auria?
Mais sur la base des statistiques des différents protagonistes, notamment Sadio Mané et Mo Salah, il est évident que Mo Salah était le favori pour remporter ce ballon d'or. C'est un garçon qui a eu une saison magnifique, qui a été terni par sa blessure en finale de Ligue des Champions face au Real de Madrid. Par la suite, il n'a pas pu enchaîner avec la Coupe du Monde. Il a eu toute la volonté nécessaire pour revenir le plus rapidement possible à son niveau. Cette blessure avait occasionné également un début de saison assez poussif, même si ces dernières semaines, il a réussi tout simplement à retrouver sa vitesse de croisière. Je pense que depuis quelques années déjà, Mo Salah s'affirme comme la véritable star du football africain et aujourd'hui fait partie des rares joueurs qui essaient un tout petit peu de titiller le duo Messi-Cristiano Ronaldo. C'est de bonne guerre. Je dirais qu'il le méritait, même si j'aurais préféré que Sadio Mané également puisse récupérer cette distinction pour sa constance depuis maintenant 2 saisons également du côté de Liverpool. Voilà, ce sont 2 coéquipiers qui régalent les Africains chaque week-end et ce n'est pas un scandale que Mo Salah ait été désigné comme le ballon d'or africain. Oui, je dirais simplement qu'au début, j'avais douté un peu, surtout en m'appuyant sur le fait que le Sénégal participa à concurrence de 900 millions à l'organisation de cette cérémonie. Mais j'avoue que les statistiques inestimables de Mo Salah ont plaidé beaucoup en sa faveur. On a dit par exemple qu'il a été... il a marqué près de 37 buts. Il était meilleur buteur au niveau du championnat anglais et il a délivré 18 passes décisives. Ensuite, quand vous faites cette comparaison, Sadio Mané qui n'a marqué que 22 buts et 7 passes décisives, le même nombre pour Aubameyang, vous voyez que la différence est nette. Et vous avez la popularité aussi qui compte dans les critères. Au niveau de cette popularité, Mo Salah est l'une des personnalités qui figure dans le grand musée de l'Égypte, aux côtés de la célèbre chanteuse égyptienne des années 50, Kaltoum, aux côtés de Mahmoud El Khatib Bibo, El Bibo, aux côtés de Abou Treika, aux côtés encore du premier président, non pas le premier président, mais de Gamal Abdel Nasser, qui a réussi à infliger une première défaite à l'État d'Israël. Donc, c'est dire que c'est important, la popularité de ce jeune homme. Et donc, quand vous avez vu les statistiques, avec... aussi simple que tout à Cameroun. Aussi simple, donc on ne peut que... Voilà, plus qu'un pharaon, donc on ne peut que voter pour lui. Pour rappel, le comité technique et de développement de la Confédération a établi la liste des 10 finalistes et ce sont ensuite plusieurs collèges de votants qui se sont exprimés. D'une part, les experts médias, les légendes de la Confédération et les entraîneurs de quarts de finalistes de la Ligue des champions CAF, de la Coupe de la Confédération CAF. D'autre part, les entraîneurs et capitaines de 54 associations membres. Salah a récolté 567 points, suivi avec un écart de 227 points, 444 pour Salah, pour Mandé, Sadio, et puis loin, troisième, Aubameyang, annoncé à grand cri au Riyad. La cérémonie d'hier a été diversement interprétée. A-t-elle été coûteuse pour rien, pour peu? Je pense que c'est une évidence. La Confédération africaine de football, avec l'arrivée d'Ahmad Ahmad, avait décidé tout simplement de balayer du revers de la main certains ajustements qui ternissaient un tout petit peu l'image du continent. Je pense que c'est la seule confédération à l'heure actuelle qui organise ce genre d'événements de manière délocalisée, alors qu'elle a un siège du côté de l'Égypte, où elle peut tout simplement organiser là-bas la remise du Ballon d'Or. C'était aberrant d'apprendre que le Sénégal a dû dépenser 900 millions pour l'organisation d'une telle soirée. Ce n'est pas le but, à mon sens, recherché pour ce genre d'événement quand il s'agit de primer les meilleurs joueurs. Je trouve que c'est simplement indécent et cela démontre encore une fois de plus le décalage qu'il y a entre le discours qui est prôné par Ahmad Ahmad, mais je ne suis pas surpris puisqu'il est accompagné par le même Constant Omari, le Judas d'Issa Hayatou. Voilà, ce sont des personnages qui ont toujours trempé dans ce genre de choses et c'est déplorable. Je pense que pour la suite des événements, il faudrait que
l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football puisse exiger de la CAF que cette manifestation se déroule uniquement sur le sol égyptien, au siège de la Confédération africaine de football, voilà, ou dans un hôtel égyptien, tout simplement, et que cela soit au minimum aux frais de la Confédération africaine de football, parce qu'arrivé un moment, on se demande quels sont les frais que cette structure-là supporte, parce que pratiquement tout ce qu'elle fait est vendu. Et ce n'est pas seulement son rôle, voilà, c'est un organisme qui a été mis en place pour réguler l'organisation du football en Afrique. Ce n'est pas pour faire uniquement du commerce. Et je trouve indécent qu'aujourd'hui, cet événement-là soit monnayé à des États. C'est vraiment bien dit. Le réalisateur de cette cérémonie nous a bien montré. Au lieu d'avoir en fond d'écran le logo de la Confédération ou des joueurs africains, on a vu que le drapeau sénégalais. Voilà. C'est un mauvais coaching. Oui, je dirais que c'est un mauvais coaching, mais il fallait rendre à César ce qui est à César. Oui, cela mais montre... le Sénégal n'est pas quand même... On ne peut pas organiser une cérémonie pour récompenser les meilleurs acteurs africains. On ne voit que dans un fond d'écran le drapeau du je n'en disconviens pas. Je suis totalement d'accord, mais je dis que le Sénégal, pour avoir donné près de 900 millions sur 1 milliard, la CAF s'est crue obligée de faire ce tas de fêtes. Mais c'est indécent, comme l'a dit Oria. Vous ne pouvez pas aller à un symposium à Marrakech en 2014, au moment où vous avez été élu, en 2016, pardon, et à ce symposium, vous ne parlez pas des finances. La CAF se comporte exactement comme l'État colonial. L'État colonial vient dans les colonies pour pressurer les richesses de la colonie. Et la CAF, dans sa version actuelle, est cet État prédateur qui se croit obligé de pressurer l'argent du contribuable africain. Et ce n'est pas normal. On ne sait pas quels sont les frais que cette CAF-là arrive à couvrir. C'est essentiellement les pays qui doivent... Je dis que non, c'est non. Ce sont, comme l'a dit Capi hier, de grands voyous internationaux à col blanc. Ballon d'or, Salah, suivi de Mané, Aubameyang. Le ballon d'or, dans son attribution, vu dans ce micro-trottoir par les Ivoiriens. Je suis Landry Bieux. Il faut dire que l'attribution du ballon d'or à Mohamed Salah se vaut un mérite pour lui parce que cela a été fait en fonction de certains critères. Voilà. Et si cela lui a été attribué, c'est qu'il a répondu favorablement à ces critères. Donc il a mérité le ballon d'or. Moi, c'est mademoiselle Dorothée Ngata, étudiante en licence 2 à Pigier. Je ne suis pas trop le foot, mais j'ai suivi cette année la Coupe du Monde. Par rapport à la nomination, je pense que c'est un bon choix parce que les matchs que j'ai suivis, j'ai vu que Mohamed Salah s'était beaucoup défendu sur le terrain, donc je pense que c'est un bon choix. Je suis Dari Villa. Le fait qu'il soit élu meilleur joueur africain, je pense que c'est déjà quelque chose de bien. Ça fait pratiquement la deuxième saison de suite qu'il est élu meilleur joueur et cela doit motiver nos joueurs locaux à suivre cet exemple-là. Ouattara Abdoul. Mais moi, je trouve que c'est un bon choix. Mohamed Salah a mérité le ballon d'or. Il s'est particulièrement illustré en Première Ligue. Donc, contrairement à Sadio Mané et à Paul Aubameyang qui venaient d'intégrer le club d'Arsenal. Les récompenses à la loupe, messieurs. Meilleur joueur de l'année d'or comme Mo Salah, égyptien, jouant à Liverpool en Angleterre. Joueuse de l'année, Christina Ngatiana de l'Afrique du Sud. Monsieur, mérité? Moi, personnellement, étant donné qu'on a des difficultés à suivre, mis à part la Coupe d'Afrique féminine de football, on a des difficultés à suivre les compétitions de femmes. Bon, seule la CAF sait sur quels critères elle s'est basée pour attribuer ce trophée à la Sud-Africaine. Elle a fait la différence lors de la CAN de féminine. Voilà, elle a été élue meilleure joueuse. Donc peut-être c'est la suite. Meilleure buteuse. C'est la suite. Peut-être c'est la suite logique de cela. Voilà. Contrairement peut-être à celui des garçons où il y a les performances en club qui priment. Voilà, on a pour habitude de pouvoir les suivre, mais bon. Ok, on reste avec vous avant la réaction de Gbandé qui était avec moi hier. Meilleur jeune de l'année, Achraf Hakimi du Maroc, jouant au Borussia. Oui, Achraf Hakimi a remporté ce trophée. Je pense que sur ce point, la CAF... Je rappelle qu'il y avait un nominé ivoirien. Oui, mais la CAF, pour moi, s'est laissé un tout petit peu biaisé par le palmarès du Real de Madrid en Ligue des Champions parce que Achraf Hakimi n'avait pas énormément joué l'année passée avec le Real de Madrid. C'est vrai qu'il a une révélation des débuts de saison du côté du Borussia Dortmund, mais j'aurais aisément voté pour un garçon comme Ndidi, qui aujourd'hui est le récupérateur
phare de la formation de Leicester, qui a très bien remplacé un garçon comme N'Golo Kanté, qui est parti du côté de Chelsea et qui est en train de monter en puissance. C'est un garçon qui était régulier tout au long de la saison. La nomination de Kessié en question? Non, je ne parle même pas de Kessié. Kessié, en équipe nationale déjà, voilà, en équipe nationale déjà, il n'a pas montré sa valeur. Il a commis là, c'est que on le voit de temps en temps. Ça a joué sur la nomination. Voilà, franchement. Mais je pense que pour moi, le meilleur joueur africain devait être le Nigérian Ndidi plutôt qu'Achraf Hakimi. Réaction, Gbané? Oui, je dirais que Achraf Hakimi, de par ses performances au niveau du Borussia, j'avoue, pour l'année passée, j'avoue qu'il mérite amplement ce trophée-là. Mais ça fait 6 mois, Gbané, qu'il est à Munich. Oui, et ça qu'il fait est 6 à mois. Dortmund, pardon. Et au sein aussi de la sélection même marocaine. Même pas 6 mois, 3 mois. Voilà, au sein de la sélection marocaine aussi, il en fait voir beaucoup Hervé Renard. Je pense que c'est une valeur montante du football africain et je ne veux pas faire trop de comparaisons avec les Européens parce que là aussi, les critères restent vraiment flous pour pouvoir décerner. Ok, donc, très rapidement, on parlait de Hervé Renard justement. Il sort avec la palme de meilleur entraîneur de l'année. Oui, je dirais la palme de 3 sur 3 pratiquement. C'est la 3e fois consécutive. Il prend ce trophée-là. Et bon, ça vient consacrer ses passages en Zambie, en Côte d'Ivoire et puis aujourd'hui au Maroc. Partout où il passe, il réussit quand même il a fait quoi avec à le Maroc, impacter. Franchement, moi je suis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même réussi à transformer, à métamorphoser le football marocain, qui à un moment donné balbutiait. Parce que le Maroc s'est qualifié pour le mondial. Oui, pour le mondial, ça c'est. Même si c'est à lui aussi à qualifier le Sénégal. Oui, d'accord. Si c'est lui-même à qualifier. Mais ce qui a penché beaucoup en faveur de Hervé Renard, c'est que lorsqu'il avait pris la Côte d'Ivoire, il a changé la physionomie, la façon de jouer de cette Côte d'Ivoire. On a vu une équipe plus conquérante. Tel est aussi le cas du Maroc. Il a donné à ces équipes-là sa fougue de vaincre. Et là, c'est très, très important. Moi, j'aurais voté les yeux fermés pour Gernot Rohr, l'entraîneur du Nigeria. Il n'était pas parmi les nominés. En plus. Justement. Vous voyez, l'entraîneur du Nigeria. Il n'était pas parmi les nominés. Donc, c'est déjà... Justement, pourquoi avoir mis dans le même panier les sélectionneurs et les entraîneurs? Bon, aujourd'hui, beaucoup estiment que d'autant plus que certains arrivent à jouer les deux rôles, il serait mieux de les mettre ensemble. On a un garçon, on a deux sélectionneurs, on a un garçon comme l'entraîneur de la RDC, notre ami Florent Bengue, qui est entraîneur de club et sélectionneur. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes tâches. Mais cela vient d'eux-mêmes, hein, puisqu'ils estiment que c'est pratiquement le même travail. Donc on n'aura pas les scinder. Mais j'estime que donner ce prix-là à Hervé Renard, pour moi, ce n'est pas mérité, parce que si on veut parler de performance d'une équipe qui étonne aujourd'hui, on aurait pu même choisir l'entraîneur de la Mauritanie. Voilà, Corentin Martins qui a fait un magnifique travail. Son équipe a été sacrée meilleure équipe de l'année. Donc, meilleure équipe de l'année, il n'a pas de meilleur entraîneur. On a l'impression qu'on fait plaisir au Maroc. Oui, c'était pas normal. Ouais, mais n'oubliez pas aussi que le Maroc a été l'un des artisans de la victoire d'Ahmad Ahmad. Donc Ahmad Ahmad n'organise pas d'événements. Il donne des trophées directement. Le meilleur président de fédération. C'est le président de la fédération marocaine. Qu'a-t-il fait pour qu'il soit le meilleur, encore qu'il n'avait pas de nominé pour l'accompagner? Regardez-moi. Où est venu ce chapeau? Je ne saurais le dire, je n'ai pas les critères. Fawzi, les gars, je ne sais pas. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Alors que le président de la Fédération mauritanienne de football s'est très bien illustré ces dernières années pour la promotion du football dans un pays comme la Mauritanie. Il faut faire la promotion de ses amis, c'est ce qu'il a fait. Voilà, même en donnant l'organisation de la CAN à l'Égypte. C'est l'allié qui lui a permis de vaincre Issa Yatou. Il faut le récompenser tout cela. Nous décrédibilisons ces trophées en voulant tellement récompenser dans des catégories, je dirais même les plus exotiques. En revenant à la question on commet beaucoup d'impairs. Pourquoi sélectionneur et entraîneur dans le même pot? Mais c'est une méconnaissance du rôle que chacun d'entre eux joue. S'il connaissait véritablement le rôle d'un sélectionneur et celui d'un entraîneur, il n'allait pas commettre cet impair-là de mettre ces trois-là ensemble, dire bon, il faut donner... C'est vraiment gros. Les entraîneurs de club ont leur travail, c'est vraiment spécifique. Non, mais moi si les sélectionneurs profitent du travail des entraîneurs. Je ne tirerai pas trop sur la CAF parce que toutes les confédérations, même la FIFA, procèdent ainsi. Voilà, c'est une erreur. Non, vous ne comprenez pas une chose, je le dis très bien, cette erreur provient même des entraîneurs qui estiment que c'est la même tâche, c'est la même... C'est pas la même tâche. Si le praticien l'estime, qu'est-ce que nous on peut dire? Un entraîneur comme Amani Yao est à la tâche à Sol Béni avec la SEC,
le sélectionneur peut se donner des vacances en attendant que le travail soit fait au niveau des clubs. Effectivement. Non, c'est vraiment pas la même chose. Chacun a ses contraintes, certes, mais bon. Je rappelle que le meilleur entraîneur de l'année chez les dames, c'est Désiré Ellis de l'Afrique du Sud. Meilleure équipe de l'année, la Mauritanie. Meilleure équipe féminine de l'année, le Nigeria. Il y a eu le 11 type de l'année au niveau de la Confédération. Serge Aurier et Eric Bailly en font partie. Mérité ou non, c'est Auria? Bon, par patriotisme, on va crier hurrah de soulagement pour dire enfin, au moins on a des Ivoiriens qui sont récompensés. Il y en a qui ne méritent pas? Bon, de toute évidence, moi, à mon sens, le football africain est sur une pente descendante. Voilà, soit ce football est en train de se régénérer et peut-être dans quelques années va redonner de grands joueurs, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui on est dans le creux de la vague, hein, dans l'évolution sinusoïdale du football. Et voir Eric Bailly et Serge Aurier à ces positions-là, bon, je pense que la CAF n'a sûrement pas dû faire beaucoup de recherches. Ils ont joué, ils n'ont pas fourni d'efforts, ils ont juste plaqué les noms. Le trio mérite d'être dans le 11, mais en défense et au milieu, c'est discutable. C'est beaucoup discutable. C'est beaucoup discutable quand même. Les Ivoiriens se prononcent justement sur cette désignation, les 11 Africains de l'année 2018. Pas possible sur le choix? Oui, sur le choix de ces joueurs vus par ce micro-trottoir réalisé. Kamou Nicolas, je ne sais pas pourquoi on donne Coupe d'Afrique à l'Égypte, mais pourquoi? C'est nous qui avons posé la CAF. La CAF, elle seule, elle ne peut pas gouverner. L'Égypte, parce qu'il a un teint clair comme les autres, les Blancs, à cause de ça. Pourquoi à chaque moment, c'est nous les Africains qui vont pour casser? Oh, peut-être des joueurs, c'est un Africain aussi, mais eux, ils considèrent la peau blanche. Je me nomme Kofi Yaoujan Boris. Je trouve qu'ils sont prêts parce qu'ils ont déjà organisé une CAN. Donc si on les a donnés, c'est parce qu'ils sont capables de le faire. Si d'autres pays peuvent venir en aide par rapport à la sécurité, je trouve que ça peut aller. Boka Boamelen. L'Égypte est un grand pays. Je pense qu'ils pourront abriter la CAN 2019. Je connais Mohamed. Je peux dire que c'est une assez bonne idée. Ils ont bien fait parce que l'Afrique du Sud, bon, c'est vrai qu'ils sont calés au niveau des stades et tout, mais bon, ça fait trop de temps qu'ils organisent aussi les coupes. Là, vous vous en rendez compte, on parle du choix de l'Égypte. En marge justement de cette grande cérémonie des Awards, le président de la Confédération a lui-même décidé de confier l'organisation de la CAN 2019 sans passer par un congrès à l'Égypte. Bané, le soldat a-t-il été sauvé? Oui, je dirais que le soldat a été un tant soit peu sauvé parce que l'Afrique du Sud aussi, qui était, disons, en concurrence avec l'Égypte, s'est vu enlever cette organisation seulement par le fait que cette Afrique du Sud a réclamé une partie des 3 télés pour pouvoir payer au moins les frais d'organisation, ce que la CAF n'a pas accepté. Donc le seul pays qui était là, qui voulait prendre cette organisation, c'était l'Égypte, qui a les infrastructures et, comme on le dit, qui sera à l'organisation de sa 5e CAN. Je rappelle que c'est l'état des sièges. Le siège de la Confédération étant en Égypte, oui. S'il n'y a pas de preneur, il revient en Égypte de le faire. Effectivement. On est confronté certainement à un sérieux problème. On pourrait avoir dans une même ville, le Caire par exemple, 4 ou 3 poules de la CAN là, en déphasage avec la vision de M. Ahmad Aurier. Mais ils ont dit d'eux-mêmes que cette compétition s'est déroulée dans 4 villes. Bon, je prends un exemple banal de la Côte d'Ivoire qui décide d'organiser une Coupe d'Afrique à Abidjan, à Bassam, à Bégerville et à Dabou. Bon, c'est le Sud. Oui, c'est ce qu'on peut appeler le Grand Abidjan. Et c'est ce qui va se passer peut-être en Égypte. Vous aurez le Caire, et des villes qui sont frontalières du Caire, qui vont organiser cette compétition et on dira non, ça fait 4 villes. Alors que quand on voit la vision d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition éclatée sur l'ensemble du territoire. Okay. On essaie de respecter les 4 points cardinaux. Et on est sûr aujourd'hui qu'avec le problème sécuritaire de l'Égypte, cela ne sera pas respecté. Donc la CAF, aujourd'hui, en essayant de jouer à la plus maligne, est sortie tout simplement ridicule de cette situation. On verra jusqu'où le ridicule nous mènera avec cette organisation en Égypte. Et est-ce qu'aujourd'hui, le royaume, je dis encore le royaume, c'est vrai qu'on a eu les pharaons là-bas, mais c'est une république aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Égypte aura tout simplement les moyens nécessaires, je ne parle pas des moyens financiers, mais surtout sécuritaires, pour garantir donc une compétition sans faille, comme on a pu l'avoir ces dernières années dans certains pays? Messieurs, avec la désignation de l'Égypte pour la CAN 2019,
tout le monde s'interroge que deviendra, par exemple, la Côte d'Ivoire. On parle du glissement du Cameroun pour 2021. La Côte d'Ivoire en sursis prend 2023 ou rien. Si la Côte d'Ivoire, selon les menaces, ne prend pas 2023, la Côte d'Ivoire retournera sous ses cacaoyers. Et 2025, encore crié, sans le congrès, la CAN 2025 à la Guinée. À peine les avoir terminés que M. Ahmad Ahmad rentre dans son jeu favori, aller devant la presse pour dire des contre-vérités. La Côte d'Ivoire n'est pas du tout prête, elle n'a pas d'aéroport, elle n'a pas d'hôtel, elle n'a pas de route. Raison pour laquelle je retire 2021 à la Côte d'Ivoire. C'était ce matin, après la grande soirée. Écoutons ce monsieur, non sans aller vers l'île pour avoir des nouvelles où on dit et on se dit. Tout semble facile, mais c'est toujours le côté qui complique les choses. Je remercie le président Paul Biya de nous avoir compris et qu'il va dans le sens d'acceptation de ce glissement. Hier, j'ai eu l'opportunité de rencontrer avant-hier le président Alpha Condé pour une autre mission. Il nous a demandé pourquoi on a fait ça. On lui a expliqué, je comprends, ça nous arrange. Ce genre de décision, c'est très réfléchi. Vous voyez? Donc, je dois rencontrer prochainement le président de la République de la Côte d'Ivoire pour discuter avec lui. Est-ce que vous pouvez imaginer, juste un petit point, qu'une site de compétition, il n'y a pas même de la fondation du stade. Pas d'hôtel, pas de route, pas d'aéroport. En 2 ans, on peut le faire. Et le mal de notre continent, moi je suis un homme politique. J'ai siégé dans un gouvernement. Et aujourd'hui, je me rends compte que le mal de ce continent, ce sont les gens qui doivent réaliser la promesse du chef de l'État. Ça, c'est le mal de ce continent. Oui. C'est pour cette raison, moi, avec le président Gianni, on ne vous cache pas, c'est pour ça qu'on fait des missions dans tous les pays pour discuter avec les chefs de gouvernement ou le Premier ministre ou le président de la République de nos projets pour que nous les ayons comme partenaires pour le développement du football africain. Oui. On est rassuré lorsqu'on travaille avec eux. Ahmad Ahmad ce matin avec nos confrères de France 24. Apparemment, Ahmad ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Je voulais, s'il nous écoute, lui dire qu'Abidjan est un aéroport international, Yamoussoukro est un aéroport international, Bouaké est un aéroport international, San Pedro est un aéroport international, Korogo est un aéroport international. Il parle de quel pays, messieurs? Mais je pense que le malgache de la CAF ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment dommage qu'une telle personnalité puisse arriver au sommet de la Confédération africaine de football. Il cite nommément M. le Président Paul Biya du Cameroun, M. Alpha Condé, mais sur le cas de la Côte d'Ivoire, il ne connaît même pas le nom de notre président, le président Alassane Ouattara. Et là, c'est grave. C'est grave pour un monsieur, un sportif. Et je suis totalement effaré de ce qu'il dit. Quand on vient en Côte d'Ivoire, quand vous prenez l'avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour venir en Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contraire, on ne descend pas en Tantanarivo. On descend à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Et je dis que Ahmad Ahmad est totalement s'est loupé, il est hors sujet. Il a dit que dans 2 mois, il viendra en Côte d'Ivoire. La réalité, il n'a pas encore rencontré le président Alassane Ouattara. Dire qu'on n'a pas de route, mais c'est un crime de lèse-majesté. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays au sud du Sahara qui a des infrastructures routières, hôtelières, sanitaires
imparable. Mais je ne sais pas sur quelle planète il se trouve. Un jour, Oria a fait un exercice en comptant les hôtels UP d'Abidjan simplement. Vous en avez trouvé combien? 14, 14. Mais c'est pas possible. 5 étoiles. En étant très sélectif. On se rend compte qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Ok, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça bouge. Les lignes sont en train de bouger. L'autorité est en train de... ivoirienne surtout. Oui. Le ministre des Sports, par exemple, a rencontré les entrepreneurs devant construire les stades et autres, les routes. Il demande le taux de départ. Selon le programme du gouvernement, c'est maintenant. On commence quand? Tous commencent en février. Ça, c'est un. Deuxièmement, fait que c'est jusqu'ici discret, montez chrono, en exclusivité dans Fraternité Matin. Ne touchez pas à la CAN de la Côte d'Ivoire, nous serons prêts. Ça veut dire quoi? Que c'est une opposition réelle, que la Côte d'Ivoire se lève maintenant pour dire à Ahmad, trop c'est trop, il faut qu'on nous laisse tranquille. D'abord, il faut dire que notre gouvernement fait preuve d'une très grande responsabilité dans le traitement de ce dossier. Les premiers propos de M. Fekese dans cette interview sont simples. Nous n'avons pas encore été officiellement touchés par un courrier nous annonçant le décalage de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons appris que le Cameroun avait accepté d'organiser la CAN 2021. La Côte d'Ivoire n'est pas au courant de cette situation. Et dans l'interview de M. Ahmad Ahmad, lorsque la journaliste lui a posé la question concernant la Côte d'Ivoire, il s'est voulu très clair. Ils sont en attente de la réponse de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas obliger la Côte d'Ivoire à décaler sa Coupe d'Afrique. Ne partez pas. Justement, cette interview, la séquence est là. La Côte d'Ivoire est attendue. On ne veut pas attendre les retardataires. Selon Ahmad Ahmad, on l'écoute. Nous n'avons pas encore reçu leur réponse parce que nous ne pouvons pas obliger. Mais nous sommes obligés de faire ce glissement par rapport au temps qui nous a imparti, surtout par rapport à l'année d'attribution de la CAN. Vous savez que ces 3 CAN ont été attribués en 2014. Et de 2014 à 2016, rien n'a bougé. Et là maintenant, le Cameroun a pris des élan important. Ils se sont engagés, mais malgré, ils n'ont pas terminé. La Côte d'Ivoire n'a pas fait de suite à tous ces glissements. M. Ahmad Ahmad souhaiterait que notre Premier ministre Gon Coulibaly aille au café avec lui et lui dit que ouais, on ne peut pas organiser en 2021, c'est ça? Oui, mais c'est ça, il a dit dans un précédent élément qu'il est un homme politique, mais en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'hommes politiques, des hommes politiques plus chevronnés que lui, Ahmad Ahmad. Il a été homme politique, il a été ministre de la Pêche, ça s'arrête là. Mais il ne peut pas nous imposer ses points de vue. Je regrette, mais M. Ahmad Ahmad est en train de faire une sortie de route grave. Je dis, c'est une méconnaissance de la Côte d'Ivoire et nous avons, disons, un planning bien fait par le COCAN. Le président Fekese du COCAN l'a dit, et si bien dit, jusqu'à preuve du contraire, aucun courrier officiel n'est venu nous dire qu'il y a un glissement par là. Mais je pense que Ahmad Ahmad, sentant que le Cameroun ne peut absolument pas organiser en 2021, il veut mettre la pression sur la Côte d'Ivoire pour que nous soyons prêts, totalement prêts. Et en 2021, il dira, bon, comme le Cameroun ne peut pas organiser, en 2021, Côte d'Ivoire, prenez votre CAN. Mais j'avoue... 2023, le Cameroun prend. Le Cameroun. Donc, je me dis, certainement, c'est une manière de mettre la pression. Où est le problème dans tout ça, même de la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas Si le Cameroun n'a pas été prêt en 2019, où est le problème de M. Ouattara dans cette histoire? Il n'a aucun problème. Si le Cameroun a été... Il y a des tests qui sont clairs qu'on frappe le Cameroun. En fait, il y a des sanctions qui sont je voudrais attirer l'attention de l'ensemble du monde sportif ivoirien sur un fait. Monsieur Constant Omari, sur les ondes de Radio France Internationale, avait ébahi le monde entier en faisant fi de ne plus se rappeler du comment la Guinée avait pu avoir l'attribution de la CAN 2023. Il avait dit qu'ils avaient demandé, je crois, au secrétariat de faire sortir le dossier parce qu'ils voulaient avoir une idée de comment ils ont eu cette attribution. Sur le cas de la Côte d'Ivoire, à travers les propos de M. Ahmad Ahmad, on se rend compte que ce monsieur n'a pas pris la peine de lire le cahier de charges des nations qui organisent les compétitions. Voici des personnes qui représentent des institutions qui ne prennent même pas la peine de lire les cahiers de charges, les dossiers des pays et qui se permettent de venir faire des sorties dans la presse. Ce n'est pas à M. Ahmad Ahmad de donner le tempo, la mélodie, le chronogramme de la réalisation des infrastructures en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire estime qu'en 3 jours, elle peut faire sortir un stade de 30 000 places, laisser la Côte d'Ivoire réaliser son stade en 3 jours. Ahmad ne serait-il pas en train de créer
sans peut-être voir venir une crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Oui, c'est possible. C'est possible parce que si la Côte d'Ivoire maintient sa position d'organiser en 2021 et le Cameroun, qui n'a pas pu le faire, qui doit normalement être sanctionné. Sanctionné, oui. Avec les statuts règlements de la CAF. Je rappelle que le Comore aussi a porté plainte. Hein, voilà, le TAS a porté plainte. Mais non, le Comore. Le Comore. En plus, les différents clubs amateurs camerounais ont porté plainte devant le TAS pour le fait qu'on leur ait retiré l'organisation de la CAN 2019. Et aujourd'hui, la FECAFOOT est en conflit avec l'association des clubs amateurs au niveau du Cameroun pour cet état de fait. Et ils refusent de retirer leur plainte au TAS. Et là, ça fait un problème. À la vérité, nous sommes à la vérité de sport. La réaction de l'autorité ivoirienne ne vient-elle pas en retard, comme un médecin après la mort? L'autorité ivoirienne n'a absolument rien à dire, entre guillemets, excusez-moi, à la CAF, ou je pourrais même dire un tout petit peu plus à qui que ce soit. L'autorité ivoirienne a tout simplement poser une candidature qui était acceptée. Elle est en train de travailler. Si l'autorité ivoirienne doit faire des déclarations, c'est à travers des vidéos, des films, des visites de chantier pour démontrer à la population ivoirienne qu'elle travaille. Nous n'allons pas rester là dans ce jeu de ping-pong oral pour essayer tout simplement de donner la répartie à M. Ahmad Ahmad qui est en train tout simplement de se fourvoyer dans ses propos. En tout cas. Donc, moi, je pense que jusqu'à présent, c'est vrai, je fais partie des premiers à s'être insurgé contre le mutisme de l'autorité ivoirienne, mais je respecte et je félicite surtout nos autorités pour le calme avec lequel ils gèrent ce dossier. De ce fait que c'est l'a dit dans son interview. Aujourd'hui, tout simplement concernant cette compétition qui va être organisée ici, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être entreprises par des structures privées. Voilà, on a des chaînes hôtelières qui avaient décidé d'investir en Côte d'Ivoire pour construire des hôtels, pour être tout simplement présentes sur cet événement, qui sont en train de douter. Vous comprenez? Donc, cela va engendrer un retard également au niveau donc, du programme général du gouvernement, de la modernisation de certaines infrastructures. Et même, il a dit, aujourd'hui, si la Confédération africaine de football veut repousser cette compétition en 2023, vu que tous les stades seront disponibles en 2020, pendant les 3 ans, qui va tout simplement financer la maintenance de ces stades jusqu'en 2023. Si la CAF est prête à mettre de l'argent sur la table, ben, il est évident que la Côte d'Ivoire va accepter le glissement. Mais s'ils pensent qu'ils vont venir et nous demander, non, écoutez, accepter le glissement sans dédommager toute cette chaîne de personnes mobilisées financièrement, techniquement, humainement, et repartir. Non, je suis désolé. Alors, ça nous m'amène à poser la question à Bané. On s'attend quoi à la venue de Ahmad Ahmad? Je vais demander pardon à M. Ouattara pour dire que, M. le Président, excusez-moi, faites plaisir à votre grand frère Paul Biya pour accepter le glissement, ou bien qu'est-ce qu'il ferait? Certainement que ce monsieur, comme il a la bouche mielleuse, il saura parler à M. Ouattara, il viendra avec des propos lénifiants pour pouvoir faire accepter au président de la République, le président Alassane Ouattara, ce point de vue. Sinon, je vois mal Ahmad Ahmad se lancer dans des diatribes, dans des dénigrements qui n'ont pas de sens vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que... Et je dis, et je le redis, que l'attitude du gouvernement ivoirien est une attitude de civilité, c'est plein d'urbanisme. Ce sont des gens très bien élevés, les membres du gouvernement ivoirien, très très bien élevés, au contraire de Ahmad Ahmad, qui, quand on lui tend un micro, il dit des énormités pas possibles. On ne peut pas, par exemple, dire que la Côte d'Ivoire n'a pas d'aéroport, la Côte d'Ivoire n'a pas de route, la Côte d'Ivoire n'a pas d'hôtel, la Côte d'Ivoire n'a pas de stade. Mais diantre, sommes-nous sur la planète Mars? Ou bien sommes-nous sur Pluton? Nous sommes sur la planète Terre. Qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire? On a réussi à organiser des cérémonies et non des moindres. Et ce malgache de la CAF, tiens-toi bien. Il dit que organiser la francophonie, ça ne veut pas dire qu'on peut organiser une CAN. Mais j'avoue que vraiment, nous tombons des nues à entendre ce diablotin-là. Si je veux vous faire parcourir les réactions des Ivoiriens sur mon mobile, il y a un monsieur Yéman, ancien sous-préfet à la retraite, qui dit comme ça, mais pour couper le coup, est-ce que Ahmad Ahmad peut-il pas aller organiser la CAN à Madagascar? Effectivement. Ça réglerait le problème. Mais vous savez, je préfère garder tout le respect que j'ai pour le pays et le peuple malgache qui n'a vraiment rien à voir avec les dérapages de ce monsieur qui, de manière extraordinaire, s'est retrouvé à la tête de la fédération
Confédération africaine de football suite à un vote sanction contre M. Issa Hayatou. Les gens ne l'ont pas suivi parce qu'il avait une brillante idée. Ils l'ont suivi parce qu'ils estimaient que M. Hayatou avait trop duré à la tête de cette confédération. Ce ne sont pas ses compétences qui l'ont mis là. Ça, il faut qu'on se le dise déjà. Ça a été un jeu de dupes qui a tout simplement poussé certaines fédérations à arrêter ce qu'ils appelaient le système Hayatou. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, pour en revenir à ses propos et pour en revenir également à sa visite, je pense qu'il est allé trop loin. Et connaissant le président Alassane Ouattara, qui est très attaché à la dignité de la Côte d'Ivoire, je le vois mal, à l'issue de cette interview, accepter aujourd'hui que la Côte d'Ivoire puisse effectuer ce glissement. Cela aurait dû être fait depuis, et si M. Ahmad Ahmad avait respecté un tant soit peu le protocole en ce qui concerne la diplomatie ici. Mais ce fait que c'était très clair dans son interview, quand vous voulez qu'il y ait ce genre de glissement, vous vous adressez d'abord à ceux qui ont porté le dossier chez vous. Et ceux qui les ont portés, que vous les aimiez ou pas, ce sont quand même les membres de la Fédération ivoirienne de football. Donc vous devez adresser un courrier à la Fédération d'abord. Ensuite, la Fédération va saisir son ministère de tutelle pour lui dire « Ah, voilà le courrier qu'on a reçu ». Il y a des paliers. Oui, le ministère de tutelle maintenant va aller au niveau de la primature pour dire voilà. Et le chef du gouvernement maintenant va informer le président. Ensuite, on va dire au COCAN, voici votre nouveau chronogramme. Non, c'est même pas une question d'État, c'est une question de civilité. Donc, quand un monsieur brandit toujours en disant oh, j'ai été ministre, et qui ne respecte pas tout simplement cet ordre protocolaire, je suis désolé, je comprends pourquoi peut-être n'a pas duré à son poste de ministre. Ah ouais. Ouais. En pêchant là on on va s'arrêter un peu, on va conclure, hein. Messieurs, c'est avec la sortie, pour éclairer un peu à l'antenne de l'autorité ivoirienne, à commencer par le ministre, qui reçoit les entrepreneurs, la sortie du président du COCAN, il y a de l'éclaircie à l'horizon. Pour moi, est-ce que ça pourrait relancer le débat ? Oui, ça peut relancer le débat parce qu'à 157 jours du coup d'envoi de la CAN 2019 en Égypte, hein? Oui, à 157 jours du coup d'envoi de la CAN 2019 en Égypte, il s'avère qu'Ahmad Ahmad lui-même, il dit dans 2 mois, il viendra en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il ne se presse même pas. Il dit dans 2 mois, je viendrai en Côte d'Ivoire. Non, il a dit qu'il sera là cette semaine, dans quelques jours. Hein, bon, j'ai vu dans une interview où il dit dans 2 mois, il sera en Côte d'Ivoire. L'interview était passée à longtemps. Voilà. Et dans ces 2 mois, j'ose espérer qu'il va avoir des propos assez, disons, conciliateurs pour pouvoir adouber ou bien pour pouvoir attendrir notre chef de l'État pour que celui-ci aille dans son sens. Sinon, ce qui a été dit, tout ce qu'il a dit, même si le président Alassane acceptait la position d'Ahmad Ahmad, il faudra bien qu'il s'excuse auprès du peuple ivoirien. Le danger ici, comme on ne peut pas faire confiance à Ahmad Ahmad, même quand le président va dire, bon, écoutez, pour mon aîné Biya, j'accepte, mais Ahmad Ahmad est capable en 2023 il le fera. de nous botter encore le cul pour dire sortez. Alors je me pose aujourd'hui la question et j'ai un petit pincement. Nous, les Ivoiriens, on se bataille pour rien. À supposer qu'on ait soutenu Jacques Anouma est devenu président parce que c'est Jacques qui bouscule le cocotier. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Moi, j'étais déçu de la position du GIEC sur cette question. Aujourd'hui, M. Jacques Anouma n'a même pas fait l'effort de pouvoir communiquer sur ce qui se passe. Il a un rôle important au niveau de la Confédération, de la Confédération africaine de football et de la FIFA. Et sa position ne peut pas également lui permettre de garder le silence quand le président de la Confédération insulte autant la Côte d'Ivoire. Il a dirigé la Fédération ivoirienne de football. Il a été celui qui a organisé la première édition du CHAN en Côte d'Ivoire. Il doit quand même pouvoir dire à M. Ahmad Ahmad, écoute, il faut aller doucement, c'est mon pays quand même. Tu as des propos qui ne sont vraiment pas, tout simplement, qui ne vont pas dans le sens de pouvoir tout simplement accepter le chemin que tu traces. Encore que c'est une braise à votre pipe quand on lit dans les quotidiens. Quand on voit que Gorou soutient la décision d'Ahmad Ahmad, mais c'est unique. On tombe des nues. On tombe totalement des nues. Eux-mêmes qui creusent leur propre tombe. On a l'impression qu'on est dans une autre planète incroyable. C'est l'opposition pour s'opposer. Voilà. Ce sont nos déchirures qui amènent des gens à nous frapper dans les côtes. Il y a des ingénieurs en construction ferroviaire qui n'ont jamais bâti des chemins de fer, mais qui nous attaquent. Aujourd'hui, M. Ahmad Ahmad dit qu'on n'a pas d'hôtel, on n'a pas de route, on n'a pas d'aéroport. Je tombe de nuit. Ça peut réveiller au faux-boying dans sa tombe. Effectivement, le mur est lézardé. On s'arrête là, monsieur. Demain, on a Assuré de sport, on parlera de karaté, l'histoire du karaté en Côte d'Ivoire, avec les sachants de cette discipline. Ça va bouger. Faites vos places pour Archives des sports. Ne décrochez sur...
Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.